Merci beaucoup, Jim. Bienvenue à tout le monde. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissaient pas, je suis Daniel Grayson. Je suis un oncologue médical au Centre des sciences de la santé de Queen Elizabeth, ici, à Halifax. Et je travaille donc depuis plusieurs années dans le domaine des cancers endocrines. Et notre but ici à Halifax a été de mettre en place une équipe multidisciplinaire très vaste. Et parmi les conférenciers que vous allez entendre aujourd'hui, vous allez voir les preuves de ce que nous avons accompli, y compris justement, il y a le docteur Nicholas Finn au Nouveau-Brunswick. Donc nous essayons vraiment de créer un réseau à la grandeur des provinces de l'Atlantique. Alors j'aimerais remercier CNES Canada de même que ses commanditaires pour être venus à Halifax et nous permettre d'échanger les idées et nos réflexions. Et il y a deux autres personnes que j'aimerais remercier. Gillian Reid, qui est notre coordinatrice sur place pour tout ce qui est technique et qui ne l'est pas. Et aussi Fleur Mainville, que vous avez entendu hier soir et encore ce matin, une musicienne extrêmement douée. Alors, une belle main d'applaudissement pour elle. Alors, je ne suis pas sûr pour remercier pour le beau temps, je ne sais pas si c'est CNES Canada, mais merci des rayons de soleil, et pour les patients et leurs familles qui sont là aujourd'hui. Je suis sûr que vous vous demandez, bon, c'est la première fois que le type est à l'heure. Hein. Alors, bon, il faut vous en remettre. Et vous allez remarquer aussi, d'après l'horaire, que la personne qui a le dernier mot à cette réunion, que dans la clinique, c'est Helen Searle. Alors, pour tous les patients qui comptent sur elle juste pour les soins, vous savez que c'est toujours Helen qui nous dit comment faire les choses et quand. Alors, sur ce, j'aimerais vous présenter le docteur Osgood Mente, qui est un endocrinologue, ou docteur Mete, qui a fait sa formation à Istanbul. Il a travaillé sous la direction du docteur Assa, qui est un endocrinologue bien connu à l'échelle nationale et internationale. Il va nous parler des défis dans le domaine du diagnostic pathologique et des techniques diagnostiques. Donc. Alors, d'abord, j'aimerais remercier le comité organisateur de m'avoir invité à cette belle activité. Je suis très heureux d'être un de vos conférenciers invités et j'aimerais participer davantage à vos activités professionnelles et au diagnostic. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissaient pas, je suis un endocrinologue et donc je peux poser des diagnostics de vos tumeurs et de même que d'autres types de cancers. Alors, mon objectif sera donc de vous parler des techniques de diagnostic et des tumeurs neuroendocrines. Et j'aimerais donc vous donner une idée du spectre des tumeurs neuroendocrines et des limitations que nous avons et aussi des traits génétiques qui nous permettent de nous orienter. Et j'aimerais aussi vous parler de certains marqueurs des tumeurs prédictifs et prognostiques et des options thérapeutiques. Alors d'abord, j'aimerais vous donner certaines définitions de base du système endocrine. Alors il est composé des organes glandulaires qui sécrètent des hormones, mais il comprend aussi des cellules disséminées dans d'autres organes. Et c'est ce qu'on appelle justement le système neuroendocrine diffus. Et le système, donc le terme neuroendocrine est utilisé pour décrire ces cellules à cause des similitudes qu'elles ont avec les neurones. Les neurones, évidemment, sont les cellules du cerveau et elles ont des marqueurs particuliers. C'est pour ça qu'on les appelle donc les cellules neuroendocrines. Dans cette diapositive, je voulais vous expliquer donc l'embryogenèse. Alors, chez tous les humains, évidemment, commencent par un embryon. Et le développement de l'embryon s'appelle l'embryogenèse. Alors, il y a trois parties de l'embryon qui se développent au départ. Donc, il y a l'endoderme, le deuxième, c'est le neuroectoderme, et le troisième, c'est le mésoderme. Alors, les cellules neuroendocrines viennent justement du neuroectoderme et de l'endoderme. Et l'importance de cette distinction, je la représente ici avec ce schéma. Alors, ça vous montre les grands organes qui sont dispersés dans l'organisme. Et comme vous voyez,
La plupart des cellules neuroendocrines dérivent du système endorine et les autres du système neuroectoderme. Mais alors ça comprend les paraganglions, les cellules C et les cellules Merkel, qui sont les cellules de la peau qui viennent du neuroectoderme. Donc, l'importance de cela, c'est que c'est les tumeurs qu'on appelle les tumeurs neuroendocrines ectodermes. Il y en a qui sont dérivées du paraganglion. Alors, on parle de... Il y a des distinctions entre les tumeurs qui sont liées au médaillon adrénal et au paraganglion. Alors, ces tumeurs ont des caractéristiques différentes. Alors, les définitions de base sont que les tumeurs neuroendocrines ont la capacité de produire des neuropeptides ou des hormones, et ils ont aussi une morphologie et une immunophénotype tels que des granules qui permettent de sécréter et aussi des marqueurs. Alors, cette diapositive vous permet de voir comment on peut distinguer ces cellules. Chaque cellule humaine a deux composantes principales. La première est ce qu'on appelle qui contient l'ADN, les chromosomes ou le matériel génétique, si vous voulez. Et la deuxième partie de la cellule, c'est ce qu'on montre ici en blanc. Et ça, c'est le cytoplasme. Et le cytoplasme contient des organelles, mais aussi des vésicules qui sont importantes pour nous. Et il y a d'autres marqueurs aussi. Et ces marqueurs peuvent nous permettre de voir quels sont les contenus cytoplasmiques des cellules neuroendocriniennes telles que les chromafines, les synatophysines, le NSE, le PGP 9.5, le CD56. Ce sont des marqueurs qu'on peut utiliser pour identifier les cellules neuroendocriniennes. Et ça, c'est dans une situation normale. Alors voilà la biopsie d'une cellule normale, et je peux utiliser une technique parce qu'en tant que pathologue, nous pouvons utiliser l'immunohépatochimie. Et qu'est-ce que c'est ça exactement? Alors, nous avons des anticorps, comme on sait, et on peut associer des anticorps avec des antigènes ou des marqueurs qui sont situés dans le cytoplasme de la cellule ou des cellules neuroendocriniennes. Alors, il peut y avoir la chromogramine A. Alors, le bleu correspond aux cellules épithéliales normales et le rouge, alors les taches rouges représentent les anticorps chromogramine A. Et ça, c'est une distribution normale dans une cellule normale. Voici une cellule de la thyroïdienne. Et ce que vous voyez en brun ou blanc, noir, ce sont des cellules. Et là, c'est une cellule du pancréas. Et ça, ce sont des îlets normaux. Ça, c'est un échantillon de la peau ici. Et là, vous voyez, il y a des cellules qui sont éparpillées parmi d'autres cellules. Et ça, ce sont des cellules Merkel. L'autre importance de ces cellules neuroendocrines, c'est la présence de vésicules à l'intérieur des cytoplasmes. Et ça, ce sont des granules qui sécrètent des hormones. Et pourquoi sont-ils importants? La raison pour laquelle je porte attention, c'est que les marqueurs que nous utilisons associés à ces granules sont associés à ces granules des cellules neuroendocrines. Et ces granules contiennent des hormones. Alors, il y a des cellules qui ont une morphologie différente. Alors, voici une cellule normale avec des vésicules différentes qui sont représentées ici par des taches noires. Alors, la taille et la forme dépendent du type de cellule et aussi de la différenciation cellulaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de différenciation? Les tumeurs neuroendocrines peuvent être catégorisées de deux façons, peuvent tomber en deux catégories. Il y en a qui sont différenciées et d'autres qui ne le sont pas. Et quand nous avons une tumeur différenciée, elle a le même spectre que les cellules non cancéreuses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si je regarde les cellules B du pancréas, ce sont des cellules bêta du pancréas, on voit ce genre de structure
Et on va retrouver cette même structure dans les cellules neuroendocriniennes, de tumeurs neuroendocriniennes. Mais dans le cas d'une tumeur mal différenciée, il y aura moins d'hormones et moins de vésicules qui sécrètent des hormones. Et c'est beaucoup plus difficile à ce moment-là de trouver des marqueurs diagnostiques clairs. Je vais vous démontrer davantage de quoi il s'agit. Un autre trait marquant de ces cellules, quand on les examine sous microscope, comme je vous l'ai dit, ces cellules ont des mycoses. Alors, c'est ce qu'on voit en bleu foncé ici. Et on a le cytoplasme en rose qui contient les granules. Ce sont les vésicules, donc. Et les noyaux, les nucléus, ont une apparence de sel et poivre parce que, bon, il y a des petites granules noires foncées. C'est ce qu'on voit dans la diapositive. Alors, regardons maintenant la terminologie. Alors, la terminologie, évidemment, a évolué au fil des années. Et ça a commencé avec la terminologie du Dr Oberndorfer, qui, lui, a créé le terme carcinoïde ou carcinome. Alors, le docteur Oberndorfer a défini les traits distinctifs de cette tumeur pour la première fois. Il a été le premier à faire la distinction entre ce qu'on appelle la tumeur neuroendocrine du système digestif. Et c'est important pour moi parce que là où j'ai fait ma formation, là où j'ai fait à l'université d'Istanbul, c'était justement la personne qui avait établi, qui avait fondé le département de pathologie à l'université où j'étudiais. Alors, voici une diapositive d'un patient alors c'est une cellule de l'intestin grêle d'un patient atteint d'une tumeur. Et ça remonte à 1907. Et ça, c'est tiré directement de son archive personnelle. Et si vous regardez attentivement, il y a deux petites bosses ici, deux renflements. Et c'est ce qu'on voit agrandi. Et ce sont des nodules. Et c'est lui qui a créé le terme carcinoïde, ce qui veut dire qu'il ressemble à un carcinome. Alors, si on regarde la première description, il a décrit cette tumeur comme étant petite, mais sans effet délétère, sans effet nuisible, et il a bien précisé qu'il n'y avait pas de métastase. Mais en fait, ça lui a pris 22 ans à accepter l'idée qu'il peut y avoir métastase de ces cellules. Et pourtant, le terme carcinoïde, on ne devrait pas l'utiliser parce que ce n'est pas fondé dans les faits biologiques, parce que ça relève du portrait clinique, mais on ne s'entend toujours pas sur le terme à utiliser, en fait. Et la terminologie actuelle qu'on utilise dans les tumeurs, qui est basée davantage sur une description anatomique de la tumeur, est différente. Alors, il y a des tumeurs qui sont spécifiques à leur emplacement. Alors, les carcinomes médulaires, les carcinomes des cellules de Merkel, et puis ensuite, il y a les phéochromacytes ou les paragangliomes qui sont liés aux glandes surrénales. Alors, quand on parle de tumeurs carcinoïdes, on devrait abandonner ce terme carcinoïde parce qu'il s'agit bel et bien de cancer. Regardons maintenant les aspects cliniques et biochimiques de ces tumeurs. On sait tous, et on en est au courant, que l'incidence de tumeurs neuroendocrines a augmenté depuis une trentaine d'années. Mais la raison est qu'il y a maintenant de meilleures techniques diagnostiques, des outils plus sensibles qui nous permettent de les dépister, tant du côté clinique que du côté de la pathologie. Et si on regarde maintenant la distribution anatomique des tumeurs endocrines, si on exclut des tumeurs qui sont spécifiques à l'emplacement, tel que le système gastro-intestinal est en fait l'emplacement le plus fréquent où l'on trouve de ce type de tumeur. Et il y a des marqueurs qui nous permettent de diagnostiquer ces tumeurs et les marqueurs les plus probants sont la chromogranine et la pancréastatine. Alors, ensuite, les déséquilibres hormonaux nous permettent aussi nous donnent aussi des signes cliniques de la présence d'une tumeur. Maintenant, j'aimerais quand même parler d'un trait en particulier. Comme je vous l'ai dit, il y a des anticorps qui
qui nous permettent qui peuvent servir de marqueurs et qui nous permettent de dépister les déséquilibres hormonaux et de dépister la présence de tumeurs. Alors, on peut essayer de voir si la tumeur contient des hormones qui sont associées normalement. Alors, imaginez que ça, c'est une tumeur du pancréas. Et là, j'ai utilisé deux anticorps. Il y a le glucagon d'un côté et l'ACTH. Alors, le glucagon est en bleu ici. Alors, peut-on dire que ça, c'est une tumeur fonctionnelle ou pas? Et la réponse est non. On ne peut pas dire simplement en regardant l'immunochimie si cette tumeur est fonctionnelle ou pas. Parce que ça dépend justement des symptômes cliniques produits par la tumeur. Et on sait que la plupart des tumeurs neuroendocrines sont multi-hormonales. Et donc, une seule hormone est responsable des symptômes cliniques. Et donc, évidemment, à partir du moment où on établit que la tumeur est fonctionnelle, cela a un impact sur la terminologie. Et dès qu'un patient a des symptômes, on dit qu'il a une tumeur fonctionnelle ou une tumeur syndromique. Mais s'il n'y a pas de symptômes cliniques, alors à ce moment-là, on parle de tumeur non fonctionnelle ou de tumeur silencieuse. L'importance de cette distinction, c'est que les tumeurs neuroendocrines non fonctionnelles deviennent importantes lorsqu'il y a des métastases ou encore lorsqu'il y a compression des organes environnants ou d'autres symptômes. Alors maintenant, j'aimerais vous parler de mon sujet. Comment nous posons le diagnostic des tumeurs neuroendocrines? Alors, on commence évidemment par un examen direct. Alors, de quoi il s'agit? Alors, voici, ça c'est le pancréas que vous voyez ici sur la diapositive. C'est le pancréas d'un jeune patient. Et donc, dans l'axe longitudinal, on voit deux tumeurs. Il y en a une ici. Et ça, c'est le pancréas, l'aspect normal du pancréas. Alors, c'est un tissu qui est jaunâtre, adipeux. Mais là, on voit un nodule blanc qui paraît beaucoup plus ferme. Et là, on voit ici une tumeur beaucoup plus importante et avec avec une structure hémorragique. Et donc, il y a deux tumeurs ici. Donc, il y a une pathogénèse sous-jacente ici. Il y a quelque chose chez ce patient qui a fait que ce patient a développé plusieurs tumeurs et il y a aussi des lésions microscopiques. En fait, et j'en parlerai plus tard, il a en fait le syndrome MEN1. Et ça, c'est le petit intestin, c'est l'intestin grêle, pardon. Et si vous regardez, ça c'est la partie normale, mais on voit ici, un renflement, un nodule. Et ça aussi, c'est une tumeur neuroendocrine. Ça, c'est une autre tumeur pancréatique. Et là, il y a des changements cystiques et une masse importante. Donc, l'aspect morphologique peut varier grandement. Et c'est pour ça que je voulais vous signaler. Maintenant, en ce qui qu'est-ce qu'on voit sous le microscope? Là aussi, il y a des types de croissance très différentes. Et les tendances histologiques que l'on voit ne sont pas spécifiques au type de tumeur ni à son statut fonctionnel ou non fonctionnel. Alors, quand on regarde sous le microscope, on voit ici un matériel rose homogène et quand on voit ça, on pense toujours, si c'est dans le pancréas, qu'il s'agit d'un insulinome et si c'est dans la thyroïdienne, on pense tout de suite à un carcinome de la thyroïde. Mais ici, si on regarde à gauche, il y a des petites calcifications. Alors, ce sont des corps Samona. Et là, on pense qu'il peut s'agir de tumeurs qui produisent des somostatines. Alors, je parlais de stress histologique. On peut avoir des aspects semblants, mais quelquefois on a des présentations tout à fait différentes avec des morphologies tout à fait différentes. Et je voudrais montrer ici ces cellules claires. Lorsque je vois des cellules claires à l'intérieur d'une telle tumeur, je me dis qu'il y a peut-être un autre syndrome génétique. Donc, il y a des paramètres morphologiques, mais il faut également rechercher d'autres explications pour ces tumeurs.
Donc, il faut examiner les aspects morphologiques et ensuite on prend un échantillon de ces cellules que l'on va examiner sous microscope et l'on voit s'il y a d'autres traits morphologiques et ensuite on voit s'il y a d'autres explications. Et là, il faut confirmer si la tumeur, si cette cellule a une différenciation neuroendocrine. On utilise tous ces marqueurs que je vous ai montrés ici, synaptophysine et chromogranine. Il y a certaines limites associées à la chromogranine. La chromogranine A ne se retrouve pas dans ces tumeurs endocrines sur les carcinoïdes rectaux. Et il y aura moins de granules sécrétoires et moins de chromogranine A. Là, il est difficile de voir la présence de chromogranine dans cette tumeur. Il faut également montrer présence de cette tumeur en utilisant une approche immunohistochimique. On peut détecter autant d'hormones que l'on veut et on le fait avec les patients chez qui il y a une tumeur neuroendocrine. Lorsque j'ai une telle tumeur, même si ce n'est pas symptomatique, je fais toujours un profil hormonal pour cette tumeur. Et lorsque nous avons de ces tumeurs, on fait une biopsie pour examiner la morphologie et l'on peut confirmer la présence de cette tumeur en utilisant les marqueurs chromogranine A. Et dans un deuxième temps, on essaie de voir d'où cela vient parce que du point de vue clinique, il peut s'agir d'une tumeur métastatique. Il y a des marqueurs pour déterminer d'où peut venir cette tumeur. Par exemple, dans le cas de PTS1, c'est un marqueur que l'on utilise pour les tissus qui nous permet d'établir la distinction entre les tumeurs thyroïdiennes pulmonaires des autres. Et l'on a d'autres marqueurs pour le pancréas, tels que PDX1. Je vous ai déjà dit que la différenciation des tumeurs est importante pour nous, car la définition renvoie à la ressemblance. Si l'on a une tumeur bien différenciée, c'est un bon signe. Par contre, si elle est mal différenciée, c'est difficile d'établir un diagnostic endocrinien. Et c'est difficile également de déterminer le traitement pour avoir la bonne réponse. Voici un exemple. Voici une tumeur neuroendocrinienne bien différenciée qui représente l'aspect de croissance normale à partir du tissu. Voici un autre exemple. Et là, il peut y avoir d'autres carcinomes. Et je vais utiliser d'autres marqueurs pour déterminer si effectivement il s'agit d'une TEN. Autre élément important ici pour ces tumeurs mal différenciées, c'est qu'il y a une activité de prolifération très forte. Comment évaluer cette activité de prolifération? Sous microscope, on peut compter pour voir quelle est la prolifération de ces cellules, où l'on peut utiliser un autre anticorps, le Ki67, et pour essayer de déterminer quel est le pourcentage des cellules proliférantes. Ça, c'est une caractéristique importante. Je reviendrai plus tard là-dessus, mais nous utilisons cette activité de prolifération pour notre évaluation. Autre important, c'est que ce type de tumeur a moins de granules sécrétoires, moins de vésicules dans le cytoplasme, ce qui veut dire qu'il y a moins de chromogranine A et moins d'hormones quelquefois. Et il y a également plus grande résistance dans la plupart des cas. Voilà donc un tel cas. C'est une tumeur de la peau, un carcinome. Lorsqu'on voit ça, on ne pense pas nécessairement à une TNE, mais par ailleurs, si on a l'information, on peut utiliser chromogranine A pour faire une différenciation endocrine de la tumeur, prouver une activité de grande prolifération avec le Ki67.
et ça peint le noyau, parce que la prolifération commence dans le noyau, donc c'est un bon élément de différenciation. Maintenant, pour ce qui est des critères de niveau de malignité, nous avons et notre suivi de ces tumeurs montre qu'il faut toutes les classer comme étant malignes. Mais est-ce qu'elles ont vraiment un comportement de malignité? La cytologie est importante, car une tumeur bien différenciée a des grandes cellules et des petites cellules. Mais lorsqu'on a une tumeur avec une activité très nette au marqueur et une différenciation avec le Ki-67, donc on considérait que la malignité est supérieure. Il y a un certain nombre d'autres critères, tels que l'invasion des autres structures capsulaires, vasculaires ou péritoniennes. Pour toute cette raison, nous avons mis au point un système de classification avec donc possibilité de gradation et de stadification de la tumeur. J'essaie de le montrer ici. La classification des TNE se fait en fonction des sites anatomiques. Et nous avons un certain nombre de systèmes utilisés. Et bon, il y a l'OMS, donc son système de classification que nous utilisons et qui inclut ce système utilise donc une terminologie que l'on appelle celle donc de la gradation. Qu'est-ce que c'est la gradation pour ces tumeurs? Bon, le grade renvoie au degré de l'agressivité biologique et la différenciation de la tumeur. Je l'ai déjà dit, la différenciation de la tumeur renvoie à la ressemblance avec des cellules normales. Il y a deux types de différenciation pour ce genre de tumeurs. Il y a des tumeurs qui sont bien différenciées, celles qui sont mal différenciées. Quant au système de gradation, il utilise un système à deux paliers. On a des tumeurs de grade 1. Ce sont donc les tumeurs grade inférieur. Et l'on a celles de grade 2, donc intermédiaire, et on a également celles de grade supérieur. Les tumeurs de grade 1 et grade 2, ce sont des tumeurs bien différenciées. Quant au grade 3, elles sont mal différenciées comme tumeurs neuroendocriniennes. Pourquoi est-ce que c'est important? Pour pouvoir faire cette évaluation, on va se référer à la prolifération, une évaluation histochimique qui va nous donner un indice de marquage. Nous savons que les tumeurs endocrines de grade supérieur sont très agressives. Quant aux autres, celles de grade inférieur, elles sont assez inactives. Pour celles de grade 2, elles peuvent être agressives ou quelquefois simplement plus lentes dans leur évolution. Autre point important, c'est la stadification, l'établissement du stade. Ça dépend donc de l'étendue de la tumeur. Alors, la taille de la tumeur est importante, l'invasion, l'étendue de l'invasion des organes et même des organes alentours, ainsi que l'atteinte des ganglions lymphatiques ou également l'atteinte de sites distants. Tout cela est utilisé pour l'établissement du stade. Il y a quelques années, on n'avait pas de système de classement ou d'établissement de stade pour ces tumeurs, mais maintenant on en a pour chaque site. Pour le pancréas, nous avons le T1 pour l'intestin grêle, pour le gros intestin, pour l'appendice. Et dans notre rapport, vous avez toutes ces informations. Parlons très rapidement de la génétique moléculaire et de la pathologie. On sait très peu de choses de la pathologie moléculaire sous-jacente de cette tumeur. On sait que l'instabilité chromosomale, le changement dans le nombre et la structure des chromosomes, intervient dans l'évolution de ces tumeurs.
Dans les oncogènes, on ne trouve pas de mutation des oncogènes dans la plupart de ces tumeurs. Et voilà pourquoi il faut faire plus d'exploration dans le cas de ces tumeurs. Par ailleurs, un faible pourcentage de ces tumeurs sont associées au syndrome de néoplasie endocrine multiple connu. Très souvent, il y a un syndrome familial. Et on a donc 4 syndromes bien connus. L'NM1, la maladie de Von Hippel-Lindau, VHA, neurofibromatose, NF, et la sclérose tubéreuse, TS. Et je voudrais ici souligner un certain nombre de points assez importants. Les syndromes familiaux sont très importants car cette tumeur n'est pas la seule manifestation de la tumeur. Et on peut dire la même chose deux autres tumeurs. Il y a d'autres lésions, d'autres symptômes et d'autres lésions dans le corps de ces patients. Mais ce qui est important pour le cas donc NM1, c'est qu'il y a d'autres liaisons. Il y a également un spectre morphologique, certaines maladies microscopiques et certaines maladies plus évidentes. Et ça, c'est très important. Il peut y avoir également bien souvent des tumeurs des intestins grêles et du pancréas. Et pour les patients VHL, on peut voir, en plus du tissu conjonctif qui est donc affecté, c'est une autre possibilité. Ces patients ont peut-être un syndrome VHL. Il est très important de faire des tests génétiques. Ces patients, jusqu'à 10%, il peut y avoir également des tumeurs pancréatiques. Il peut y avoir pour les syndromes familiales NF, tumeurs également du duodénum. Je vais vous montrer des exemples classiques. Il est assez rare donc il y ait patient pancréas en plus des tumeurs endocrines et du système gastro-intestinal. Il peut y avoir également d'autres syndromes familiaux tels que des paraganglions. Chez ces patients, il y a 4 catégories dans ce groupe. Bon, on peut utiliser un anticorps contre le SDHP, supposons que le nez paraganglion. Et voici un autre patient négatif pour les mêmes anticorps. Ça veut dire que ce patient peut avoir ce syndrome familial paraganglion. Il faut donc des tests génétiques chez ce patient. Et nous avons également un carcinome thyroïde médullaire associé à d'autres syndromes familiaux tels que les types VHL. Il y a des mutations également de leurs gènes. Donc, il y a les MEN2A, MEN2B que l'on retrouve très souvent dans ce genre de syndrome. Alors, il y a des biomarqueurs pour ce comportement. Comme je l'ai dit, il n'y en a pas un grand nombre, mais le grade de la tumeur qui couvre l'activité de prolifération peut être déterminé en utilisant l'activité mitotique et le marquage 1561 et également le stratification sont importants. Gradation et stratification sont très importants pour établir le comportement. Alors, qu'utilisons-nous pour établir tout cela? Les récepteurs de somatostatine, STR2, 3 et 5. L'analogue à la somatostatine est très utile. Nous ciblons donc ces cellules qui à la surface ont des récepteurs de somatostatine. Nous utilisons des analogues de somatostatine pour cibler ces récepteurs. Et nous utilisons également des analogues radiomarqués pour cibler ces récepteurs. Ce qui est important, c'est quelque chose qui ne se fait pas de façon courante. Mais pourtant, ce serait pas une bonne idée d'avoir un traitement personnalisé et d'avoir un profil donc de ces récepteurs. Jusqu'à 80%
des tumeurs neuroendocrines ont des récepteurs de somatostatine à la surface. La plupart du temps, on peut utiliser donc ces SDR2, 3 et 4 et 5 qui ont une affinité très élevée avec les somatostatines, récepteurs de somatostatine. La connaissance de ce profil de ce récepteur de somatostatine nous peut permettre de prédire le traitement et la réponse au traitement, et ça permettra à nos collègues médecins de faire la distinction entre les résultats faux positifs ou faux négatifs. Nous avons également d'autres biomarqueurs de ce comportement. Le marqueur donc immunohistochimique, CK19, le SACAM1, les décadérines, GFRH, GFR, KIT qui est un marqueur de ces cellules. Chromagrelines est un facteur pronostic très important pour le cancer du pancréas. Si vous avez une tumeur dans le pancréas, des résultats positifs au KIT est extrêmement prédictif effectivement de cette tumeur. Et on a la même chose pour le SECAM-CAM pour les tumeurs pancréatiques. Nous savons qu'un sixième de ces tumeurs peuvent également affecter donc les voies intestinales antérieures. C'est important de connaître les limites pour prédire si le patient va réagir, répondre au traitement. Autre marqueur permet d'avoir un meilleur pronostic. Le docteur Sarah de notre institut a fait un travail déjà sur cette question. C'est ce que l'on appelle le polymorphisme pour FGFR4. Certains patients dans la population normale, en fait, un très fort pourcentage des Caucasiens ont déjà donc ce polymorphisme, et ce patient qui peuvent avoir une tumeur élevée et peuvent avoir donc des lésions, ils ont moins de réponse au traitement au FGFR4. Ça, c'est une autre question importante. Ma conclusion. Ces tumeurs sont hétérogènes du point de vue pathologique et clinique. Les critères de malignité sont faibles, mais du point de vue de morphologie, il est difficile de se prononcer et de dire quelquefois si c'est malin ou non. Il faut traiter toutes ces tumeurs comme si elles étaient malignes, comme je vous l'ai montré. Il est important de connaître la pathologie sous-jacente moléculaire. Quelquefois, elles sont associées à des syndromes familiaux, ce qui est important. Et la stadification et la gradation sont des facteurs très importants. Et il faut toujours les présenter dans nos rapports avec l'activité mitotique, l'iode marqué ou également donc les classement du 1567, l'étendue également de la tumeur date mentionnée, la pathobiologie, donne pas encore suffisamment d'informations. J'aimerais terminer en vous remerciant tous de votre attention et je vous dirai que c'était un plaisir d'être ici et ce sera un plaisir de répondre à vos questions. Je voudrais remercier personne qui a recommandé ma présence. Merci. Thanks very much, Dr. Metis.